quand même. Excusez-nous, on voudrait quand même... Voilà. Montrer vos costumes. Ah oui, ça tourne. Tout le monde est là? Bonjour. Bonsoir. Entre 1793, l'année où Goya commence à graver les Capriccios, et 1797, l'année de la chute de la République de Venise, Gian Domenico, Ou Domenico, comme il préférait signer ses œuvres, Tiepolo exécute le cycle des fresques de Polichinelle dans la villa de Dianigo qu'il avait reçue en héritage de son père Giambattista et où il s'était retiré pour vivre en abandonnant sa chère Venise. quand il peint les 2 dernières fresques, Polichinelle amoureux et le départ de Polichinelle, il a exactement 70 ans. La chambre, qui contenait les histoires de Polichinelle, n'était pas grande. Il pouvait s'agir de sa chambre à coucher ou peut-être d'un lieu de méditation. Quoi qu'il en soit, parvenu à l'extrémité de sa vie, c'est Polichinelle, et lui seul, qu'il voulait avoir sous les yeux. Et c'est avec lui, et avec lui seulement, qu'il voulait parler. Que me veux-tu? Pourquoi m'as-tu appelé? Pourquoi me tourmentes-tu et me contrains-tu avec bien plus d'obstination que ne le firent Fiorillo, Baldo ou Fracanzano? Veux-tu que je console ta vieillesse avec mes lazzi? Veux-tu que je te rappelle le passé ou que je te le fasse oublier? Les 2. Tu voudrais que grâce à moi, ta ville, ta vie, qui est raide morte, retourne à la vie, n'est-ce pas? C'est ce que tu attends de moi, non? C'est plutôt pour me séparer d'elle, pour la laisser partir sereinement que j'ai besoin de toi. La mort, elle aussi, peut n'être pas tragique, mais toute survie est comique malgré elle. Et c'est pas ça le genre de comédie qui m'intéresse. C'est peut-être seulement quand une chose est passée et qu'elle a fait son temps, qu'elle devient vraiment intéressante. Le passé, le passé. À quoi te sert le passé? Moi, je n'ai jamais eu de passé. C'est cela que signifie ma tunique blanche, même si je suis bien mort 3 fois, fusillé, pendu et de vieillesse. Ce que j'attends de mon passé. La mémoire est l'art de ne pas faire finir le passé. Et la mémoire est la mère des muses. Tu sais, moi je voulais pas la vie. Je voulais plus que la vie. Je voulais l'indestructible. Et c'est pourquoi je peignais. Mais lorsque la vie finit, ou qu'elle est sur le point de finir, c'est comme si l'indestructible était sur le point de perdre son unique appui. Tu as raison peut-être. Maintenant, je te veux. Je veux ton sourire qui ne se voit pas à cause de ton masque. Je veux regarder l'indestructible. Je veux le regarder avec tes yeux qui ne voient que des gnocchis et des macaroni. J'ai compris. Tu veux l'éternel et tu sais que je le suis. C'est pourquoi une fois tu m'as représenté en Jésus-Christ. Exactement. Tu es l'éternel, qui ne vient ni avant ni après, mais dans le temps, quand tout est ou semble fini. C'est pourquoi tout ce qui est dans le temps en toi devient léger. Tellement léger. Léger, comme un plat de macaroni avant de le manger. Macarone, macarone, macarone. Le terme est attesté au XVIIIe siècle au sens de benet, simplet. Selon Dietrich, le terme dérive de Macus, le personnage du simplet dans les farces athélanes. Macaroni ou maccheroni est aussi le nom du plat préféré de Mako, une espèce de gnocchi dont la pâte est faite de farine, de fromage et de beurre, que Folengo décrit comme le fondement de son art poétique. Cet art poétique est nommé macaronique, à partir des macaronis, lesquels sont un plat mélangé de farine, de fromage et de beurre épais, rustique et grossier. En ingurgitant les gnocchis, c'est sa propre simplicité que Polichinelle dévore.
L'idée que tragédie et comédie soient destinées à s'unir remonte en réalité à l'Antiquité. Le terme tragicomédia apparaît dans le prologue de l'Amphitryon de Plaute, mais Rinton, environ 300 avant Jésus-Christ, un poète de Syracuse, revendiquait déjà la composition de Hilaro-tragodia, Hilaro-tragédie. Est-ce que le monde te fait rire ou est-ce qu'il te fait pleurer? Regarde bien mon masque. Tu ne vois pas que je ne ris ni ne pleure jamais, ou plutôt que je maintiens les deux choses si étroitement liées qu'il n'est plus possible de les discerner. Le problème de la comédie peut se formuler ainsi. Comment une impossibilité de dire peut-elle produire le rire, être joyeuse? La comédie antique a conservé son noyau originaire dans la parabase. Ce terme, qui signifie littéralement marcher de côté, dévier, transgresser, renvoyait à ce moment où, après que l'action s'était interrompue et que les acteurs étaient sortis de scène, les membres du chœur enlevaient leur masque, s'adressaient directement aux spectateurs et devenaient ce qu'ils étaient à l'origine. Komos, un cortège dionysiaque, allègre, tumultueux, plein d'insolence. Dans la comédie de Polichinelle, malgré la fiction stéréotypée d'une intrigue, tout n'est que parabase. Polichinelle ne joue pas dans un drame, il l'a toujours déjà interrompu. Bonsoir. Il en est toujours déjà sorti, par un raccourci ou un chemin de traverse. Il est lui-même parabase, sorti de la scène de l'histoire, de l'aventure vaine et inconsistante à laquelle on voudrait le mêler. Dans la vie des hommes, tel est son enseignement. La seule chose importante est de trouver une sortie. Vers où? Vers l'origine. Parce que l'origine est toujours au milieu. Elle ne se donne que comme interruption, et l'interruption est une échappatoire. Ubi fracassorium, ibi fugitorium. Là où il y a une catastrophe, il y a une échappatoire. Comme son nom nous l'apprend, Polichinelle, le terme français attesté dit le XVIIIe siècle, traduit l'italien Pulcinella qui vient de Pulecino, poussin. Polichinelle est un gallinacé, une espèce d'oiseau sans ailes, comme l'atteste cette voix stridente des marionnettistes quand ils le font parler et qui est si semblable à celle de Donald Duck. Mais l'étymologie n'est pas certaine, parce que le diminutif de Pulecino devrait être Puliciniello et non pas Pulicinella, ce qui semble curieusement indiquer le sexe féminin, ou à tout le moins un sexe incertain. Quoi qu'il en soit, c'est en hommage à cette tradition étymologique que la première des scènes du divertissement fait naître Polichinelle d'un gigantesque œuf de dinde dans une basse-cour où le portrait d'un aïeul confirme sa généalogie gallinacée. Et on appelle caprice, un désir inopiné et sans raison, tel qu'il semble qu'il en vienne aux chèvres, lesquelles, si l'une saute, sautent toutes ensemble. Si tu n'es pas un acteur comme Fiorillo, si tu n'es pas un masque comme Pantalone ou Brighella, si tu n'es pas un personnage comme Hamlet, alors qui es-tu vraiment? Qui suis-je? Je suis une idée. Tu veux dire que tu n'existes pas? Je te croyais plus philosophe. Platon dit que les idées existent, mieux que ce sont les seules choses qui existent vraiment. Je ne te savais pas philosophe. Et moi, je ne savais pas que tu ne l'étais pas, après toutes tes dissertations sur Polichinelle à Dianigo. Tu es une idée, mais de quoi es-tu l'idée? Eh bien, c'est là toute l'affaire.
Je suis une idée à qui il manque la chose. Voilà. Selon De Croo, le mime est un condamné bâillonné, mais dont le corps reste libre. Et l'acteur est un condamné lié à un poteau, mais sans bâillon. Polichinelle est à la fois lié et bâillonné. Il ne peut que dire une incapacité de parler et il ne fait qu'agir une impossibilité d'agir. Il atteste, à chaque fois que l'on ne peut agir l'action, ni dire la parole. C'est-à-dire que vivre sa vie... Non. C'est-à-dire que vivre la vie est impossible et que cette impossibilité est la tâche politique par excellence. On ne peut agir qu'au-delà ou en deçà de l'action. On ne peut dire qu'au-delà ou en deçà de la parole. On ne peut vivre qu'au-delà ou en deçà de la vie. L'enseignement de Polichinelle. Page 86. Je ne suis pas responsable des traits de mon corps, de mon nez, de mon ventre, de ma bosse. De tout cela, je suis innocent. L'éthique commence tout de suite après, mais pas ailleurs. Étant donné ce corps, le mien, on peut appeler éthique la manière dont je vis l'affection que je reçois d'être en rapport avec ce corps, la façon dont je congédie ou je fais mien ce nez, ce ventre, cette bosse. En un mot, la manière dont j'en souris. Ne tremble pas. Monsieur, je ne tremble pas. Je me trémousse pour faire un menuet de ma peur. Le masque dément de manière drastique le privilège que les modernes attribuent au visage comme le lieu par excellence de l'expression. On raconte qu'il arriva à Scaramouche, le maître de Molière, de rester sans parler sur scène pendant 15 minutes et qu'il parvint à faire rire les spectateurs en recourant seulement à ses gestes et aux attitudes de son corps. Tout parlait en lui, les pieds, les mains, la tête. La moindre de ces attitudes était créée par lui en connaissance de cause. Et c'est dans le même sens que Garrick disait que le dos d'un acteur comique est bien plus expressif que le visage de n'importe quel acteur sérieux. Les gravures des compositions de rhétorique peuvent nous donner une idée de cette langue énergique du corps, qui pouvait aller jusqu'à rester immobile. Mais supposait, comme dans ce témoignage de Cecchini sur Fiorillo que Croce ne parvint pas à comprendre, signifiait une gaucherie disciplinée et une étude des plus concertées pour passer les termes naturels. Il s'agissait en fait de déformer de manière organique les pratiques corporelles les plus communes, de la façon de marcher à celle de rester debout, de regarder, de manger, de se baisser, de s'allonger, d'éternuer, de façon à mettre en œuvre, comme on a pu le suggérer, un équilibre instable ou déséquilibre entre les différentes parties du corps. Et c'est bien cette langue énergique que Toto possède, comme il le démontre de manière suprême dans ce célèbre gag de l'éternuement, dans Toto à coloris. Rien n'exprime avec plus de clarté l'opposition entre l'improvisateur et l'acteur que les portraits de l'arlequin Domenico Biancolelli et de Molière, gravés par Habert à la fin du XVIIIe siècle. Le second tient un livre du même geste avec lequel l'autre tient son masque. La Commedia dell'arte ne peut jamais être un livre. C'est pourquoi, à Palerme, l'Académie des improvisateurs des Squinternati avait pour emblème un livre aux pages désordonnées avec la devise suivante: Non qui internati, pas d'interné ici.
pas d'emprisonner dans un texte. De là, les glissements, par lesquels un acteur comique peut d'un coup sortir de son rôle et puis y rentrer subitement, comme s'il enlevait son masque et revenait un instant pour vivre sa vie. En revanche, Oui. c'est beaucoup plus difficile de sortir d'un livre. Et si on enlève le texte, il ne reste plus rien du personnage. Polichinelle ne se contente pas d'improviser quand il joue, il improvise en vivant. C'est pourquoi, bien qu'il pratique tous les métiers, dans le divertissement, il est tour à tour coiffeur, bûcheron, couturier, cuisinier, berger, ébéniste. Sa vie est pour l'essentiel désœuvrée. On a l'impression que ces activités auxquelles il se consacre sont faites sérieusement. Et pourtant, par une sorte de pari, on a aussi l'impression qu'il improvise. Du reste, pas moins de 35 scènes le montrent occupé à jouer et à se divertir de toutes les façons possibles. Avec le volant, Avec les boules, avec un petit oiseau, avec des poules mortes, avec un crabe géant, au cirque, en train de danser la fourlane. avec le même sérieux improvisé qu'il met à exercer ses métiers. Et l'on appelle caprice un désir inopiné et sans raison, tel qu'il semble qu'il en vienne aux chèvres, lesquelles, si l'une saute, sautent toutes ensemble. Que d'étoiles dans le ciel. Oh, si je pouvais en prendre une pour la mettre sur mon chapeau. Combien donc peuvent-elles être? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eh ben, que d'étoiles. On pourrait en remplir un sac entier. Polichinelle a raison. Personne ne peut voir toutes les étoiles à la fois. C'est comme quand tu regardes la mer, là, devant toi. Tu veux rire? La mer. La mer. Mais à quoi donc ressemble cette mer dont tout le monde parle? Toi, à Naples, tu n'as jamais vu la mer? Non, monseigneur, non. À Naples, on ne voit pas la mer. Tu as raison, en un certain sens. La mer, c'est comme le ciel. On ne la voit jamais. La perception de la mer, avec toutes ses vagues et tous ses reflets, est faite de 1000 sensations infimes, imperceptibles. La vague que tu vois arriver est faite de mouvements de l'eau, si denses, si ténus, si rapides que tu ne pourrais en aucun cas les voir. C'est pourquoi, bien que tu les aies là, sous les yeux, la mer est comme si elle restait éternellement possible. C'est l'image même de la possibilité. Dieu de ma vie, comme tu débites. Et pour les siècles des siècles. Mais si elle te vient dessus, la vague, elle te trempe complètement. Et si tu te jettes dedans, tu peux aussi t'y noyer. Quand tu regardes la mer, ce qui est et ce qui peut être, l'éternel et le contingent, ce qui n'a jamais été et l'irréparable, se confondent. Cette vague qui est passée maintenant, et les autres vagues infinies qui la suivent, sont irréparablement, absolument ce qu'elles sont. Et pourtant, elles restent inachevées, inachevables, possibles. Telle est la mer, l'éternellement, l'irréparablement possible, devenue visible. Rappelle-toi ce chien de mer que nous libérions sur parole et qui gueule dans le désert des goémons de nécropole. Je suis sûre que la vie est là, avec ses poumons de flanelle, quand il pleure de ces temps-là, le froid tout gris qui nous appelle. Je me souviens des soirs là-bas et des sprints gagnés sur l'écume, cette bave des chevaux ras, au ras des rocs qui se consument. C'est fini la mer, c'est fini. Sur la plage, le sable belle, comme des moutons d'infini. Et la mère bergère m'appelle. T'as compris? Amen. Et repose en mer. J'ai compris. Je suis la mer. Je suis la mer. Polichinelle,
c'est le congé cérémonieux donné à tout caractère, qui parvient simplement à vivre le non-vécu sans l'assumer comme un destin ni l'imiter comiquement. Il vit une vie au-delà de tout bios. La vie de Polichinelle, justement, que les dessins de Giandomenico présentent fidèlement comme une vie quelconque. Il naît, Il joue, il tombe amoureux, il se marie, il a une famille, il voyage, il exerce de nombreux métiers, il est arrêté, jugé, condamné à mort, fusillé, pendu, il tombe malade, il est enterré, et pour finir, il contemple sa tombe. et ça, selon toi, ce serait ma vie. Ce n'est pas qu'elle ne me ressemble pas, tout au contraire, mais il me semble qu'il manque quelque chose. Mais regarde bien. J'ai l'impression d'avoir tout mis, et peut-être plus encore. Tous les métiers, tous les faits et méfaits, les chiens, les autruches, les centaures, et jusqu'à l'éléphant. Je ne pensais pas à ça. Tu y as trop mis même. Le fait est que je ne suis pas sûre d'avoir eu une vie, sans quoi je serais mort pour de bon. Tandis que, et ça, tu l'as bien compris, je n'arrive pas vraiment à mourir. Je ne sais pas le faire. Je ne sais pas mourir. Le fait est que tout ce que tu as dessiné, il me semble n'avoir presque rien vécu, ou du moins, je ne m'en souviens pas. Regarde, même cet éléphant, je ne me souviens pas de l'avoir vu, et je ne suis jamais montée sur le dos d'un aigle ou d'un centaure. Des gnocchis, j'en ai beaucoup mangé, mais du bois, tu vois, je n'en ai jamais ramassé. Et puis cette histoire que j'aurais été peintre, ça, alors, tu as tout inventé. Tu as cru que j'avais dessiné ta vie? Mais il ne s'agit pas d'une biographie. Il s'agit seulement, c'est écrit dessus, il s'agit seulement d'un divertissement pour les jeunes gens. Et pourquoi donc est-ce que ma vie devrait être divertissante? Parce que j'ai dû dessiner des images. Mais toi, tu as vécu tout ce que tu as vécu. Et tu as vécu sans t'en faire une image, ni tragique ni comique, et c'est pourquoi, toi, tu ne peux pas t'en souvenir. Nous commençons à nous entendre. Quant à moi, j'ai vécu seulement ce que je n'ai pas vécu. C'est pourquoi je manque complètement de caractère et de mémoire. Disons-le comme ça, je n'ai pas les cartes et je remporte chaque mise. Sous mon masque, il n'y a aucun visage. La vie de Polichinelle, racontée dans les 104 scènes, telle est aussi la vie de Giandomenico. C'est en considérant sa propre vie que le peintre de 70 ans se rend compte qu'il l'a vécue et qu'il veut la vivre comme Polichinelle. Sans s'interroger sur son sens, sur son issue, sur son échec, la vivre simplement, immédiatement, immémorialement, en la contemplant, pour ainsi dire, les yeux fermés. Et pas seulement pour sourire à la fin de son absurdité. Le secret de Polichinelle, c'est que dans la comédie de la vie, il n'y a pas de secret, mais seulement, à tout instant, une échappée. Polichinelle, la vie est près, tout près, puis s'éloigne, s'éloigne. Il s'agit d'une vie pour habiter. Le corps de Polichinelle n'est plus, comme dans la métaphysique occidentale, le présupposé animal de l'homme. Il rompt la fausse articulation entre ce qui vit simplement et l'humain, entre le corps et le logos. La machine anthropologique de l'Occident s'est grippée ici. C'est pourquoi son corps, hilar, est en même temps déformé, ni proprement humain, ni vraiment animal, et si difficile à définir. Polichinelle n'est rien d'autre que le délice qu'un corps reçoit du fait d'être en contact avec soi-même et avec d'autres corps. Il n'est rien d'autre qu'un usage du corps. Les dernières années, Giandomenico semble abandonner tout tourment psychologique et toute figure humaine. Les rares, magnifiques oiseaux, au vol clairsemé,
comme celui de la libellule sur le plafond du Palazzo Calagiani, annonce le faucon et le perroquet de la petite chambre de Dianigo. Oiseaux, chiens, ânes, cerfs et faons, libellules, papillons, centaures, satyres et satyresses, et pour finir, Polichinelle. Dans son chemisier candide, la tragicomédie humaine s'y réalise et se dissout.